Bonjour à tous. Ce deuxième TD de base technique pour les réseaux porte sur les patrons algorithmiques. Son objectif est de vous permettre de faire le point sur les connaissances que vous avez acquises et d'essayer de les transformer en compétences afin de vous permettre d'analyser le comportement des différents modules qui s'exécutent sur des machines différentes. Pour permettre de pointer les différents patrons algorithmiques, nous allons nous appuyer sur l'analyse des PCI. Cela vous permettra en outre de reprendre le modèle des PDU qui sont composés d'une PCI et d'une SDU. Parmi les patrons algorithmiques que nous allons voir, nous allons insister sur la gestion de l'adressage logique et le statut des différents modules. Est-on initiateur ou collecteur? Ensuite, nous allons nous intéresser à la gestion des interactions, du temps et du contrôle de flux entre les modules qui s'exécutent sur des machines différentes. Pour mettre en évidence ces différents patrons, nous allons utiliser le protocole HDLC. C'est en effet le premier protocole moderne qui présente des besoins réduits en contrôle de flux, en gestion des buffers, mais il comporte néanmoins tous ces patrons algorithmiques. Et puis l'autre intérêt d'utiliser le protocole HDLC, c'est que c'est le protocole le plus utilisé au monde, puisque, par exemple, aujourd'hui, en accédant à distance à cette vidéo, eh bien, vous utilisez le protocole HDLC et même plusieurs versions de votre protocole HDLC, puisque vous y accédez sans doute depuis chez vous dans une période de confinement. Je vais revenir brièvement sur l'organisation des PDU. Comme vous le savez, une PDU est composée d'un champ PCI et d'une SDU. La SDU est constituée par la PDU du niveau du dessus. Ainsi, la réseau PDU devient la liaison de données SDU. Cette SDU, pour ce qui nous concerne, est représentée par le champ information, sachant que cette information est optionnelle. Donc, vous pouvez avoir une PDU qui contient cette SDU ou pas. Tous les autres champs sont les éléments de la PCI. Vous pouvez noter qu'au niveau de la liaison de données, la PCI se trouve donc devant et à la fin de la PDU, en encadrant la SDU. C'est l'une des deux exceptions sur le positionnement au début et à la fin de la PCI. On trouve ceci au niveau de la liaison de données et de la couche physique. Dans ce qui suit, nous allons analyser cette SDU et voir comment les différents champs sont gérés afin de mettre en évidence les différents patrons algorithmiques. Je vais commencer par les champs qui sont sous-traités à la couche physique. Il s'agit des champs fanions, représentés par un F dans la PDU que vous avez ci-dessous, et le FCS qui est le code cyclique. L'objectif de la couche liaison de données est, je vous le rappelle, de transférer de manière transparente une chaîne de bits quelconque, de manière synchrone et de manière fiable entre deux machines qui sont reliées physiquement. Si je reprends ce cahier des charges, j'ai donc deux contraintes. La transmission transparente d'une chaîne de bits quelconque. Là, la contrainte va être d'avoir une chaîne de bits qui ne contienne pas le fanion et d'assurer une transmission fiable. Donc, il va falloir procéder à une détection d'erreur. Je viens sur le premier problème. La transmission transparente de la chaîne de bits quelconque se fait par une insertion automatique de 0. En effet, le champ fanion vaut la valeur 7E, c'est-à-dire un 0, suivi par un ensemble de bits à 1, suivi d'un bit à 0. Donc nous avons 6 bits à 1, compris entre 2 bits à 0. Bien évidemment, il est exclu d'imposer une contrainte d'interdiction d'avoir 6 bits à 1 à la suite dans n'importe quel fichier. Donc en fait, au niveau de la couche physique, un dispositif va être mis en place pour envoyer les données et non les fanions. Donc on va compter le nombre de bits à 1. Lorsqu'on arrive à 5 bits à 1, on intègre automatiquement un 0, comme vous le voyez sur la figure à droite. À la réception, on va compter le nombre de bits à 1. Lorsqu'on arrive à 5, si le bit suivant est un 0, eh bien on le supprime. Sinon, on a une présomption de fanion et donc on incrémente le compteur. Et quand les gens qui ont conçu le protocole HDLC ont vraiment pensé à tout. Ils ont même imaginé le cas où un ordinateur n'enverrait pas les informations assez vite, si bien que lorsque on est planté, eh bien il suffit d'envoyer 7 bits à 1 à la suite, c'est le caractère abort qui va permettre d'avorter l'échange. Donc, j'ai fait un sort
O de Fagnon. Venons maintenant sur le code cyclique. En fait, ce code cyclique, ce champ FCS, est le reste d'une division polynomiale de l'ensemble de la PDU par un code qu'on appelle le code générateur. Il a été formalisé au niveau du CCITT, il a été standardisé et il s'agit de la meilleure combinaison qui va permettre d'identifier un maximum d'erreurs compte tenu des caractéristiques du bruit. Passons maintenant au statut des modules. Pour cela, je vais vous présenter le patron de gestion de l'adressage logique. Le protocole HDLC est un protocole qui doit fonctionner à la fois en mode dissymétrique et en mode symétrique. Et il va fonctionner exactement de la même manière. En mode dissymétrique, on peut être multipoint, c'est-à-dire un ordinateur peut gérer différents terminaux ou point à point. En mode symétrique, on sera seulement en mode point à point. La règle de gestion de l'adressage logique est la même que l'on fonctionne en mode symétrique ou dissymétrique d'une part, qu'on fonctionne en mode point à point ou multipoint d'autre part. Alors cette règle, elle se formalise très simplement. La machine primaire met systématiquement l'adresse de la machine secondaire. La machine secondaire met systématiquement son adresse. Cela impose donc de savoir si on envoie une commande, c'est-à-dire si j'envoie une trame pour laquelle je suis initiateur, c'est moi qui décide, je décide du moment de me connecter, de me déconnecter ou d'envoyer une information, ou s'il s'agit d'une réponse à cette commande. Chaque fois que j'émets une réponse, je mets mon adresse. Chaque fois qu'on envoie une commande, je mets l'adresse du destinataire. On voit donc que cette règle peut également s'appliquer au mode symétrique, où on mettra l'adresse de la fonction secondaire systématiquement. Je reviens donc une dernière fois sur cette gestion des adresses. L'adresse transmise est toujours celle de la station ou fonction secondaire, que l'on soit accepteur de connexion, de déconnexion ou collecteur de données. Les autres échanges signifie que si je décide d'envoyer une demande de connexion, d'envoyer une demande de déconnexion, d'émettre une donnée, je suis primaire. Passons maintenant au statut des modules. Pour cela, je vais vous Dans ce TD, je vais maintenant vous demander de mettre en application ces patrons algorithmiques sur la gestion des erreurs avec des rejets, comme vous le voyez sur ce premier exemple. Et ensuite, nous allons nous poser une deuxième question. Comment fait-on lorsqu'on va perdre la dernière trame d'une fenêtre? Vous voyez ici qu'on a perdu des trames à l'intérieur d'une fenêtre. Maintenant, comment gère-t-on les pertes lorsqu'on attendait une réponse? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans ce deuxième morceau de notre exemple.